gaz, l'UGA. D'ici une dizaine d'années, plus de 100 bâtiments de l'université Grenoble-Alpes seront raccordés au chauffage urbain, le réseau métropolitain. L'objectif, c'est de diviser par 3 puis 4 les émissions de CO2 liées au chauffage. Premier poste d'émission de l'université et du Crous aujourd'hui. Du 26 juillet au 6 août, Grenoble accueillera la 20e édition des championnats du monde de monocycle. Un événement qui a été présenté il y a quelques jours à la Maison des associations, en présence de professionnels de la région, plusieurs fois champions du monde et compétiteurs cet été. Et puis le film Résistants du Vercors, une vie engagée qui donne la parole à d'anciens résistants et descendants de combattants, sera projeté pour la première fois jeudi soir à l'auditorium du musée de Grenoble. Son auteur Michel Pernet et le président de l'association des pionniers du Vercors, Daniel Huilliel, seront les invités de cette édition. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 4 mai 2022. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Écologistes, communistes et depuis ce mercredi, socialistes ont trouvé un accord avec la France insoumise pour les prochaines élections législatives. La gauche avancera donc avec des candidats NUPES pour Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale. Sur la deuxième circonscription de l'Isère, l'adjoint au maire d'Échirolles, le communiste Pierre Labrier, n'a pas été retenu. C'est l'élu écologiste des Bains, Cyrielle Châtelain, collaboratrice à la métropole de Lyon, qui a été désignée. Pierre Labrier, qui avait déjà lancé sa campagne il y a plusieurs semaines à propos d'être son suppléant. Dans la 5e circonscription, la députée socialiste sortante Marie-Noëlle Battistel pourrait obtenir l'investiture, mais les discussions se poursuivent. Limiter le recours aux énergies fossiles, un engagement qui prend de plus en plus de sens à chaque rapport nouveau du GIEC, sans parler des conséquences de la guerre en Ukraine. À l'université Grenoble-Alpes, le changement est en marche. D'ici 10 ans, plus de 100 bâtiments du campus seront raccordés au chauffage urbain, comme le sont déjà 75 autres. Lina Badreddine. À l'heure de la transition énergétique, les systèmes de chauffage nécessitent un nouveau souffle. Alors, sur l'université Grenoble-Alpes, une centaine de bâtiments seront raccordés au réseau de chauffage urbain. Donc pour ce faire, la compagnie de chauffage, on a décidé de mettre en œuvre une boucle basse pression. Ça va être un réseau de chauffage dit vertueux, avec une température de départ de moins de 110 degrés. Donc on a ce premier bâtiment qui a été raccordé, où on va transformer de la chaleur dite haute pression en chaleur dite basse pression par l'intermédiaire de 2 échangeurs. Et donc ça va nous permettre d'alimenter l'ensemble du campus. Donc, par exemple, un premier chantier assez vitrine pour nous, c'est le raccordement de la piscine, historiquement chauffée au gaz, et sur lequel on est en train de travailler pour le raccorder au chauffage urbain. Le raccordement au chauffage urbain permettra de diviser par 4 les émissions de CO2. Le chauffage urbain, c'est l'accélérateur de la transition énergétique parce que vous avez des calories qui proviennent de l'incinération des déchets, qui proviennent de nos centrales de chaleur Biomax sur la partie est, qui proviennent de la plateforme chimique avec cette chaleur qui est récupérée. Donc vous voyez que tout ceci, c'est une énergie qui est aujourd'hui à plus de 80% renouvelable, qui montera jusqu'à 95% demain. Donc une énergie totalement verte et finalement qui ne subira pas les coûts, les à-coups des énergies carbonées. C'est donc une énergie vertueuse pour laquelle le prix est maîtrisé. L'avantage principal du chauffage urbain est de réduire la dépendance aux énergies fossiles. On avait des systèmes de chauffage qui étaient assez vieux, qui étaient assez vétustes, qui étaient dépendants aussi des énergies fossiles. Il faut savoir que ça aussi, c'est une des grandes forces des réseaux de chaleur. C'est que c'est vraiment un outil de notre souveraineté et de notre indépendance, puisque cette chaleur, elle est produite localement. C'est des usines qui sont du territoire, qui sont non délocalisables. Elle exploite une filière bois aujourd'hui qui est la principale composante du mix énergétique, qui est une filière bois locale. Et donc c'est aussi le développement du réseau de chaleur qui nous permet de moins dépendre du gaz de Vladimir Poutine et du pétrole, des pétromonarchies du Golfe. Donc c'est tout bénef et d'un point de vue environnemental et d'un point de vue éthique. Et durant les 15 ans de chantier, les travaux seront plutôt discrets, excepté les travaux de tranchées les premières années. Et autre chantier sur l'unité de chaleur de la Poterne pour supprimer les 27% de combustible charbon qui subsistent, une modernisation qui sera effective à l'automne 2026.
Délivrez-nous des romans, des magazines, des bandes dessinées, des albums ou des partitions de musique. La Bibliothèque municipale de Grenoble, qui renouvelle ses collections chaque année, organise à partir de jeudi sa grande vente de livres déclassés à l'ancien musée de peinture Place de Verdun. La pandémie n'ayant pas permis la tenue de cet événement en 2020 et 2021, ce sont ainsi plus de 500 000 documents qui sont disponibles sur 3 jours pour des prix défiant toute concurrence de 10 centimes à 3 € l'ouvrage. N'oubliez pas vos sacs pour transporter vos belles trouvailles. Grenoble, capitale verte européenne 2022 et capitale mondiale du monocycle cet été. L'événement qui se passera pour la première fois en France réunira des centaines de champions réunis autour de 5 univers. Ceux qui pensent que la discipline se limite aux arts du cirque risquent d'être déçus. Jean-Baptiste Robert. Des sauts et des figures du basket ou du handball, le tout perché sur une seule roue. C'est ce que vous pourrez observer lors des championnats du monde de monocycle qui se dérouleront cet été à Grenoble. Quand moi je commence le monocycle au début des années 2000, il n'y a pas encore de Coupe de France, il y a une petite rencontre tous les ans à Paris, en banlieue parisienne. Et les anciens monocyclistes nous parlent justement de ces championnats du monde où ils nous disent oui, il faut y aller absolument, c'est là où tous les meilleurs mondiaux se rassemblent. Donc d'être de l'autre côté cette fois et d'accueillir tous ces monocyclistes étrangers en France, c'est un honneur. Pour l'événement, 1500 compétiteurs viennent des 4 coins du globe pour se mesurer. Le championnat est ouvert à tous, peu importe le genre ou l'âge. Au total, 35 disciplines sont représentées. On fait du hockey sur monocycle, on fait du basket sur monocycle, le basket étant très développé en France. On fait du trial, du street, du flat, on fait de l'artistique, ça s'apparente au patinage artistique, et puis du cross-country, de la descente, comme en VTT. Donc là, la descente sera à la station des 7 lots. C'est vraiment une adaptation du basket à pied pour le monocycle. On joue à 5 contre 5 sur le même terrain avec donc les mêmes lignes, le panneau à la même hauteur. Le monocycle est avant tout une passion pour ses compétiteurs. Martin Charrier, dromois d'origine, est champion du monde de 100 km en monocycle, un sport qu'il pratique depuis son adolescence. Il y a eu 3 phases. La première phase, c'est mon père qui demande un monocycle à un collègue et je le vois s'entraîner dans le couloir. Je vois qu'il y arrive à 40 ans, donc je me dis, moi à 13 ans, je devrais y arriver. Il m'emmène à la Coupe de France, où là je découvre vraiment ce qu'est le monocycle sportif, parce qu'avant moi j'avais aussi l'image du cirque. Et phase 3, là j'arrive à Lyon, en études. C'est là que j'ai mon premier monocycle avec une grande roue qui permet donc vraiment de faire des kilomètres. Et là je roule. Le choix de Grenoble pour la compétition n'a pas été laissé au hasard. C'est déjà la première fois en France qu'on va accueillir ces championnats du monde et cette convention de monocycle. C'est important parce que Grenoble est une ville du vélo, la capitale du vélo. Accueillir le monocycle était pour nous aussi très très important. Du championnat et du spectacle, du 26 juillet au 6 août, vous pourrez venir découvrir toutes ces disciplines. Les ateliers et parades resteront accessibles à tous et des stands d'initiation s'installeront sur l'anneau de vitesse pendant toute la durée de l'événement. Levez la tête et pensez à ceux qui se sont battus pour que la France reste un pays libre. À quelques kilomètres de Grenoble, au sud, se dresse le Vercors. Un lieu où beaucoup aiment aller se promener, faire du ski, mais aussi un lieu chargé d'histoire. L'histoire avec un grand H de ceux qui ont résisté dans ce maquis pendant la Deuxième Guerre mondiale à partir de 1940, mais aussi de leurs enfants, petits-enfants qui ont vécu avec cette histoire. C'est ce que raconte Résistants du Vercors, des vies engagées, un film qui sera projeté pour la première fois jeudi à 18h à l'auditorium du musée de Grenoble. Michel Pernet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce film commandé par l'Association nationale des pionniers et combattants volontaires du maquis du Vercors, dont vous êtes le président. Daniel Huillier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce film est l'idée de donner la parole aux descendants. C'est arrivé comment ? L'idée au départ, c'était de prendre cette histoire imposante qui a fait l'objet de nombreux livres, films, études, de la prendre à hauteur d'hommes et de femmes, de voir quels étaient les parcours individuels de résistants, mais aussi de familles de résistants, de leurs enfants, pour voir comment cette histoire avait marqué des familles, comment ça s'était passé, transmis de génération en génération,
toujours en essayant de voir quelle personnalité avait pu sortir de tous ces événements. Comment on s'est créé aussi, comment les enfants se sont créés à partir de cette histoire? Comment ils ont dû vivre avec d'abord et ensuite se construire dans cette histoire avec des témoignages très forts. Daniel Huillier, c'est facile de vivre avec. Vous aviez une douzaine d'années en 1940, 12 ans tout juste. Donc vous étiez déjà assez grand pour comprendre tout ce qui se passait. Et votre père était résistant parmi les premiers. Et oui, dès la catastrophe de 1940. Avec Pétain qui accepte de collaborer avec les Allemands. Qui collabore avec les Allemands. Nous, mon père et ses amis socialistes, puisque au départ c'était... C'était ce petit groupe-là de notables, un petit peu des gens qui avaient des entreprises ou une pharmacie, des médecins à Villars. Il y avait des restaurateurs, enfin tous ceux que vous venez de nommer. Et dès 1940, fin 40, début 41, un embryon s'était déjà levé. À Villard-de-Lans, c'était 10. Et puis mon père, vu une autre entreprise de transport, il connaissait beaucoup de gens sur le plateau. Et dans le Vercors, bien sûr. Et après, ils sont allés à Méaude, Autran, Lens. Là, dans chaque village, il y en avait 3 ou 4. Voilà comment s'est monté l'embryon. Et ça a vraiment démarré. Le premier camp était fait dans une propriété que mon père avait achetée et louée avec des amis, une propriété de 1200 hectares à Ambel. Et il avait mis à la disposition de la résistance pour accueillir des jeunes qui devaient aller au STO, au service de travail obligatoire. Et beaucoup de jeunes, les premiers, ça a été les cheminots de Grenoble, qui sont montés à Ambel. Mais c'est bien, parce que les cheminots, c'est des personnes ressources aussi, qui peuvent faire sauter des lignes de chemin de fer. Oui. Non, mais je ne sais pas si... Alors là, je ne peux pas vous donner... On extrapole un peu. Oui, mais certainement qu'ils ont participé à des exactions contre les voies ferrées pour éviter que toutes les marchandises françaises partent en Allemagne, hein, puisque on produisait pour l'Allemagne. Enfin, d'ailleurs, on a eu un régime, on parle de la guerre, mais au point de vue alimentation, c'était un désastre. Hein. On était rationné. Moi qui étais interne à Visil. À Visil, on avait faim. J'ai eu faim, j'ai connu la faim. Pas que nous, parce qu'à Villard-de-Lans, ils étaient bien. Ma mère me disait, quand je montais tous les 15 jours, elle me disait, mais tu te plains toujours. Et je dis, viens manger ce qu'on mange, tu verras. Ouais. Et cette histoire, votre père résistant qui a participé aux premières constructions de maquis, ça vous a marqué pour l'avenir, pour votre vie d'adulte? Je pense que ça nous a bien formés. Et quand on a vu ce qu'on a subi sur le plateau, ce que les familles ont vécu. Chez moi, j'ai perdu 2 oncles, 3 cousins, et on a perdu 4 chauffeurs. Alors, ça marque. Hein, et puis surtout quand vous êtes jeune, enfin, ça doit marquer tout le monde. Et quand on est jeune, ça... Et puis, bon, il y a tout un tas de péripéties qui se sont passées, que j'aurais eu une vie... À raconter, il faudra encore d'autres films. Oui, non, mais on a chacun son passé, puis on dit pas tout. Hein. Voilà. Michel Pernet, vous faites également intervenir un historien qui parle du rôle important joué par les femmes dans ces maquis. Oui, alors là encore, on a des portraits assez précis qui donnent des anecdotes de façon précise. Les femmes... Oui, les femmes jouaient un rôle important. Alors on a toujours l'image de l'infirmière, de l'agent de liaison, ce qui correspond à une réalité, parce que agent de liaison, il semble que les Allemands s'en méfiaient un peu moins.
Et donc, c'était plus facile pour une femme d'aller faire de l'espionnage, puisque c'était souvent ça aussi. Mais en même temps, il y a eu des combattantes. Donc, la mère de Didier Croibier, qu'on voit à l'écran, là, était combattante dans le groupe Valier et a participé à des opérations armées. Donc, il y a là encore une diversité des approches, des pratiques. Dans le Vercors, il y avait 31 nationalités dans la résistance dans le Vercors, par exemple. Merci beaucoup à tous les deux. On parlerait encore bien avec vous pendant des heures, mais il est déjà temps d'achever cet entretien. En revanche, je vous encourage vivement à aller voir Résistants du Vercors des vies engagées jeudi à 18h à l'auditorium du musée de Grenoble. Vous serez d'ailleurs présent. On pourra aussi vous interroger. Mais oui, bien sûr. Et puis cette année, je signale également qu'un événement sportif, mais aussi historique, aura justement lieu sur les hauts plateaux du Vercors ce week-end. Ce sera la course de la résistance et on vous en reparlera. Bien sûr, merci encore Daniel Huillier et Michel Pernet. Merci à vous. Merci à vous. Dans l'agenda également, un peu d'humour, ça peut pas faire de mal avec Marc Fraise et son nouveau spectacle au déclic de clé jeudi soir. Après Monsieur Fraise, son alter ego un peu gauche, saugrenu et solitaire, c'est Madame Fraise qui la ramène pour mieux nous parler d'amour et de la grande aventure du couple. Un spectacle que le comédien, porteur d'une belle robe verte, a voulu plus positif, plus rayonnant, sans être gnangnan. Autre seul en scène cette fin de semaine à la Basse-Cour à Grenoble avec Mehdi Emmanuel Jadi. De l'islam à sa conversion au catholicisme en passant par le protestantisme, l'humoriste a fait de la question de Dieu une quête obsédante, un spectacle qui sort des sentiers battus et du politiquement correct. Mehdi Emmanuel Jadi, que l'on a aussi vu au cinéma dans Boîte Noire ou à la télé dans la série Hippocrate, sera l'invité de ce JT jeudi soir. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Flesh Love, de son vrai nom Amina Kadeli, en concert à la Source de Fontaine jeudi. Ambiance jazz, R&B et hip-hop. En première partie, le multi-instrumentiste grenoblois Fav. Excellente soirée à tous. Coming, I smell them from